Poursuivons avec notre invitée Valérie Niquet, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques en Asie. Bonjour madame. Alors la Chine, entourée d'un cordon sanitaire, des pays qui un à un ferment leurs frontières aux voyageurs venus de Chine, Singapour ce matin, mais aussi la Mongolie, Hong Kong qui a fermé 6 de ses 14 points frontaliers avec la Chine continentale. Des mesures de prudence également au Japon. En gros, est-ce que dans cette région d'Asie, on a déjà vécu une telle situation? Alors la fermeture des frontières, je crois que c'est une première. Il faut ajouter la Russie, la Corée du Nord, qui sont pourtant des États assez proches de Pékin. Et Pékin qui évidemment était très agacé de cette stratégie de grande muraille en quelque sorte autour de la Chine. Donc c'est une première. La question évidemment, ce sera non seulement il y a des questions sanitaires qui sont importantes, mais on a encore beaucoup de mal à estimer la létalité du virus en fonction de ce qu'on connaît aujourd'hui. En revanche, d'ores et déjà, on peut dire que les conséquences économiques et en termes de croissance pour une Chine qui déjà était avec une croissance très ralentie, eh bien, seront sans doute considérables. Les conséquences politiques en termes d'image de la Chine, non seulement dans sa région, mais aussi dans le reste du monde, comme une sorte de puissance capable de tout gérer, sera également mise à mal par ces mesures. C'est pour ça que Pékin avait, semble-t-il, fait pression sur l'Organisation mondiale de la santé pour éviter qu'il y ait une déclaration d'urgence internationale. Et finalement, évidemment, l'OMS a tranché dans ce sens-là. Alors, on citait le Japon qui est le sujet de votre dernier ouvrage aux éditions Talendier. Alors, il n'y a pas une, mais 100 questions, puisque le titre, c'est Le Japon, un modèle en déclin, point d'interrogation. En déclin par rapport à quelle période? En fait, c'est par rapport d'abord à ces années 80 où on voyait le Japon comme la future superpuissance dans le monde devant les États-Unis. Surtout, ce livre, je l'ai écrit pour un peu remettre les idées en place. On a beaucoup, et d'ailleurs, on voit aujourd'hui ce qui se passe, on a beaucoup dit que l'avenir du monde, c'était la Chine et que la superpuissance incontournable, celle qui dominerait tout, c'était la Chine et que face à ça, le Japon apparaissait vraiment comme en perte de vitesse, n'étant plus porteur d'innovation, par exemple, alors qu'en réalité, quand on vit au Japon, quand on travaille sur le Japon, évidemment, il y a toute une série de problèmes auxquels le Japon doit faire face, mais il y a aussi un dynamisme qui est assez remarquable, et notamment quand on parle, on y reviendra peut-être, mais du fameux vieillissement de la population qui fait peur à tout le monde, à commencer par le Japon, qui a tendance à s'inquiéter très vite de sa propre situation. Quand on est là-bas, on s'aperçoit qu'il y a en fait, les personnes âgées ont une image extrêmement dynamique, avec toute une série de publications, par exemple, qui leur sont destinées, mais qui ne sont pas du tout dans un style grand-mère rentrée chez elle et ne faisant plus rien. Donc voilà. C'est très très stimulant. Ceci dit, dans la même édition, aux éditions Talendier, les livres en 100 questions, vous avez écrit La puissance chinoise en 100 questions, c'était affirmatif. Là, c'est Le Japon, un modèle en déclin, point d'interrogation. Tout est dit quand même dans ces deux titres. Alors là, dans le premier ouvrage sur la puissance chinoise, les 100 questions étaient vraiment 100 questions qui s'interrogeaient sur la réalité de cette puissance chinoise et qui concluaient qu'effectivement la Chine a fait des progrès considérables en termes de croissance, mais on voit bien, et on le voit aujourd'hui dans la manière dont la question du virus est traitée, qui finalement n'a pas su résoudre non plus toute une série de points absolument essentiels pour un pays réellement développé. Le Japon, encore une fois, a des limites importante. Il y en a une sur laquelle je m'étends un peu dans mon livre, c'est notamment le rapport, les relations hommes-femmes et la place des femmes dans la société, où là, le Japon, pour une démocratie avancée, reste très en retard. C'est lié au fait que les élites sont encore essentiellement masculines, âgées, et que pour elles, leur vision de la femme n'a pas beaucoup changé et que c'est quelque chose qui a tendance à se reproduire. Alors justement, j'ai vu un pays plein de paradoxes dans ce livre, et notamment sur la place des femmes, c'est vrai. On a l'impression que c'est une puissance, mais faite d'énormément de fragilité. Alors, ce qui est surtout fascinant au Japon, c'est, et ce qui peut-être peut bloquer aussi en termes d'image, alors en même temps, c'est un des pays dont le soft power est le plus développé. Il faut voir que, enfin,
enfin on le sait ici, que ce soit les mangas quand on a des enfants et les dessins animés, une créativité extraordinaire, le design, la mode, les restaurants, la cuisine. Enfin, c'est un pays où tout le monde veut aller. Je crois que c'est une des premières destinations. Les Français font partie de ceux qui sont les plus intéressés, notamment pour le tourisme. Et en même temps, c'est un pays qui, évidemment, cherche souvent à retrouver le confort de l'entre-soi. C'est un pays qui, pendant des siècles, a choisi de se fermer au monde extérieur jusqu'à la fin du 19e siècle. S'est ensuite ouvert, a appris très vite, est capable d'assimiler extrêmement vite, très ouvert sur ce qu'il peut obtenir de l'extérieur, mais en même temps, cette recherche permanente qui le freine en tout cas d'insularité. D'insularité. Merci beaucoup Valérie Niquet.